Alors, je te présente rapidement. Donc, à la suite de ses études en métier d'art au Collège d'Alma, Patrick a complété une formation en histoire et en anthropologie à l'Université Laval. Il est actuellement directeur général du Centre d'art actuel Bang, situé à Chicoutimi. Il est également cofondateur et directeur du magazine Zone Occupée, Art, Culture, Réflexion. Il collabore à titre de formateur à l'Institut du leadership et économie collaborative du Collège d'Alma. Il a agi aussi à titre d'expert auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le programme d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pendant plus de 6 ans, ainsi que sur le groupe de travail du sommet économique dans le cadre du développement de la stratégie numérique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, en plus d'écrire pour diverses revues spécialisées, il a publié chez Sagami Éditions. Il a dirigé et coécrit Repère, Petit Guide pour questionner, regarder et apprécier l'art contemporain aux éditions Occupées. Il travaille sur divers projets en lien avec le leadership, l'innovation et l'interdisciplinarité. Il a cofondé l'organisme Québec Blockchain et a agi à titre de responsable du développement stratégique au cœur de cette organisation des nouvelles technologies c'est marqué jusqu'en 2022, donc c'est fini. Il partage ses temps libres entre l'exploration de nouveaux territoires, le jardinage, et tente du mieux qu'il peut de répondre aux invitations des différentes chaires de recherche. Alors, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Et puis, il y a même un petit extra, je me permets de lire l'extra de ta notice. Sa couleur préférée est le vert kaki. Il adore la bière rousse, élève du mieux qu'il peut 3 enfants et adore les sports de contact. Et s'il décidait de retourner un jour peut-être sur les bancs de l'école, il adorerait travailler sur le développement et l'analyse des réseaux non computationnels en les comparant au potentiel de développement des territoires québécois. Voilà. Donc, voilà la présentation qui est faite. Alors, Patrick, on s'est rencontrés à la fin du mois de septembre dans la forêt kilomètre cube à côté de Chicoutimi, à Saint-Nazaire. Alors, je vais te laisser peut-être dans un premier temps nous présenter le centre d'art que personne ici ne connaît et puis nous parler de ce projet, donc kilomètre cube. Merci. Merci Rachel de l'invitation. J'aurais préféré tous vous accueillir en forêt, ça aurait été plus agréable. Pour le calme, je le fais de la maison, mais ça aurait été préférable de le faire directement là-bas sur place dans la forêt. Et merci d'avoir lu l'ensemble de la notice, même la petite extra qui est quand même assez humoristique. Vous comprendre. Sans trop vouloir m'égarer, je pense que c'est peut-être les échanges qui vont être pertinents. Je peux essayer de faire une espèce de, si on veut, un downhill, descendre en downhill la présentation de qui, quoi, comment, pourquoi. Et après, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'échanger avec vous sur les idées qui ont été apportées, autant par Domingo durant la présentation que ce qui peut se croiser avec le projet de Kilomètre Cube. Donc, à l'heure actuelle, je me présente à vous non pas avec une posture d'artiste, mais avec une posture évidemment, de travailleur culturel. Je pourrais toujours avoir la posture d'artiste parce que j'ai une pratique artistique personnelle, mais c'est vraiment dans une optique de présentation du projet. C'est ce que Rachel m'a demandé. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter dans un premier temps le Centre Bang. Le Centre Bang est un centre, je sais pas, je pense qu'il y en a 70, quelque chose comme ça, centre d'artistes au Québec. Vous devez en connaître quelques-uns. Concept assez québécois malgré tout, sur le plan canadien, plus de centres d'artistes au Québec qu'au Canada. Et on est 4 centres d'artistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bang étant un des plus anciens centres d'artistes au Québec. Cette année, on célèbre nos 65 ans d'existence. Évidemment, la formule a évolué avec les besoins des artistes dans le temps, depuis 1958. Mais c'est ce qui fait du Centre Bang l'un des centres d'artistes les plus anciens, sinon le plus ancien. J'adore ça d'habitude, dire ça devant des collègues montréalais. C'est sûr que ça bouscule les gens. Juste pour vous donner une petite idée, Bang, c'est 4 lieux physiques. On a un bâtiment principal qui est situé au centre-ville de Chicoutimi.
qui est dans lequel on a plusieurs salles, 6 salles d'exposition. On a la seule librairie spécialisée en agriculture au Québec qui s'appelle Point de Suspension. Puis on a un étage complètement, le dernier étage du bâtiment est un lieu dédié à la résidence, l'accueil d'artistes en résidence. Donc, des artistes qui viennent du Québec, du Canada et de l'international. Le Centre Bagne a des relations et des mandats de la part du Conseil des arts et lettres du Québec pour recevoir des artistes en provenance de la Belgique, de la Colombie et de l'Argentine. Et on est sans cesse en train de développer des nouvelles relations, entre autres un axe de circulation via la francophonie canadienne, en passant par le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba et éventuellement les autres provinces. Ça, c'est notre lieu principal. C'est un peu comme le quartier général de l'organisation. On a aussi d'autres salles d'expo à l'intérieur d'un autre endroit qui s'appelle le Centre d'expérimentation musicale. Au Saguenay, on est très, très fort sur la mutualisation des services, des équipements et des expertises. Donc, on occupe un autre espace, une autre salle de diffusion dans un immense laboratoire de diffusion et de présentation en art sonore, avec une spécialité vraiment tournée sur la musique nouvelle, la musique de création, de par nos collègues qui sont propriétaires du bâtiment. On a aussi un espace dans une bibliothèque, la bibliothèque publique, dans laquelle on présente là, à la demande là, de Ville de Saguenay une circulation d'œuvres et d'artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et quatrièmement, comme quatrième lieu, on a accès à une forêt qu'on a nommée bien affectueusement le projet Kilomètre Cube, dans une approche vraiment axée sur l'idée que la forêt n'est pas un environnement plat ou 2D. On a souvent tendance à voir la forêt comme quelque chose de plat. Notre GPS, notre téléphone, on regarde une carte, tandis que le territoire étant quelque chose d'une volumétrie, si on veut, cubique, dans lequel il y a un paquet de choses qui interagissent, qui revient, et c'est beaucoup axé sur l'idée avancée par le philosophe Bruno Latour sur la zone critique, cette bande du vivant à laquelle on doit inévitablement traîner avec nous, même si on décide de changer de planète, on doit traîner cette espèce de zone quelques kilomètres en dessous de nos pieds, quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, au-dessus de la cime des arbres, ce qui en fait une volumétrie cubique, d'où l'idée du titre de kilomètre cube. Donc, voilà, en gros, le Centre Bagne, c'est 3 programmes. Un très grand programme de soutien aux artistes, donc tout ce qui est résidence, recherche, création, production, etc. Un programme de diffusion. On est quand même un centre de diffusion, comme je l'ai nommé tantôt, avec des salles d'exposition. Et aussi, on a un programme très développé dans un contexte de médiation culturelle. Et on divise la médiation culturelle sur 2 angles au Centre Bagne. Il y a la rencontre des publics, la relation entre les œuvres, les artistes et les publics, mais on a je dirais, depuis les 10 dernières années, travaillé très fort à ce que le Centre Bagne ait une identité très particulière par rapport au réseau des centres d'artistes québécois, c'est-à-dire qu'on a axé notre relation entre l'art et quelque chose d'autre. Donc, on a vraiment une approche basée sur l'idée de la rencontre avec les autres secteurs d'activité. Puis, on a tendance dans le milieu, dans le secteur des arts et de la culture, beaucoup de parler d'interdisciplinarité ou de multidisciplinarité, mais je prends le temps de spécifier qu'on a une approche qui touche sur l'idée de l'intersectorialité. Puis la rencontre avec les autres secteurs est fondamentale avec le changement de paradigme qu'on parlait, entre autres en lien avec les dérèglements climatiques, le territoire, la nature, la forêt, la biologie, le vivant, l'humain comme non humain. Les artistes qui nous entourent, les artistes qui développent des enjeux, qui veulent travailler sur des enjeux ou des approches qui touchent la biologie, la géologie, je sais pas, toutes les autres approches sont possibles, ben, ils ont besoin de travailler d'être accompagnés par un centre, entre autres, puis c'est là-dessus on a vraiment travaillé dans les dernières années à monter un immense réseau. Et les centres n'arriveront pas à, à répondre à tous les besoins des artistes d'aujourd'hui et de demain. Il faut inévitablement travailler en collaboration.
Et dans le contexte de cette collaboration-là, Bang donne le plus possible les outils, les ressources, que ce soit humaines, matérielles ou financières, le contexte de travail pour ces artistes-là, mais aussi le réseau de collaboration. Donc, tous les autres partenaires potentiels qui proviennent du milieu universitaire, qui proviennent du milieu de l'entreprise, qui proviennent de l'industrie X, Y. L'idée, c'est que donner le plus possible. Le centre agit comme un bouclier pour permettre aux artistes de pouvoir faire ce qu'ils veulent derrière, accomplir leur travail, leur mission, leur vision, leur recherche-création, leur production, etc. Donc, le Centre Bang a développé vraiment cette vision-là alentour de l'intersectorialité. Et si je m'oriente vers l'idée de kilomètre cube, plus précisément, c'est que dans les dernières années, je dirais dans les 5 dernières années, le centre s'est beaucoup questionné avec sa communauté. Donc, la communauté de proximité qui sont à très, très, très forte majorité des artistes. Euh, je dirais à 90% des artistes. Et on a beaucoup travaillé dans un contexte de réflexion sur la gouvernance de l'organisation, des besoins qui sont engrangés. Et la communauté des membres, ainsi que même, je dirais, les travailleurs culturels de l'organisation, on en est venu à vouloir se doter d'un espace, d'un territoire, d'un endroit où on pourrait avoir accès, où on pourrait développer, où on pourrait travailler, mais aussi se ressourcer, juste y être, pouvoir passer à d'autres choses. Et dans ce contexte-là, on s'est mis à chercher un endroit qui nous permettrait de réaliser, si on veut, trois grandes lignes de notre réflexion, c'est-à-dire les trois grands morceaux, c'est de répondre à la communauté des artistes, nos membres et la communauté des artistes de la région, à notre programmation, parce que le fait qu'on soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les artistes qui débarquent n'ont pas nécessairement envie de travailler uniquement dans l'idée d'un cube blanc ou d'une infrastructure. Je pense juste aux relations qu'on a avec l'international. Le goût n'étant pas d'accueillir quelqu'un qui vient d'un autre pays et il vient vivre Chicoutimi au mois de mars dans slush brune. Fait que l'idée, c'est que la demande aussi au niveau de notre programmation artistique était beaucoup d'avoir accès à des environnements nature, d'avoir accès à des lieux, d'avoir accès à des infrastructures X, Y qui touchent aux environnements. Et le troisième morceau, là, après si on veut, nos membres, la grande famille des membres, la programmation, le troisième morceau, c'est un laboratoire. On souhaitait mettre en place un grand laboratoire où on pourrait réaliser les projets intersectoriels. Donc, ils sont comme la troisième roue, là, si on veut, là, du carrosse. Fait qu'à partir de là, on s'est mis à chercher un endroit qui nous permettrait de réaliser un tel projet, puis dans lequel on pourrait s'installer et y faire naître un laboratoire vivant. Et au début, on est passé par les différents structures traditionnelles qui vendent des terrains. Puis j'imagine qu'en milieu urbain, encore plus qu'en milieu rural, vous connaissez le principe de l'inflation et de la spéculation foncière. Donc, à partir de là, on a vraiment décidé très, très, très rapidement de changer notre fusil d'épaule et de trouver une autre manière d'aller trouver ce territoire-là. Et là, on a fait qu'est-ce que Bang sait faire le mieux, puis ce qu'il fait le mieux depuis je dirais, les 10 dernières années, c'est de travailler en collaboration et en complémentarité avec d'autres acteurs. Donc, on s'est mis à se déplacer sur le territoire, à aller rencontrer des partenaires potentiels. Et on s'est ramassé dans un endroit qui est exceptionnel selon l'accueil et le service qui a été mis à contribution. C'est la municipalité de Saint-Nazaire qui est située au Lac-Saint-Jean. Donc, si on veut, vous vous positionnez probablement mieux Chicoutimi sur une carte. Il faut s'imaginer que c'est quelque part entre Chicoutimi et le Lac-Saint-Jean sur la rive nord du Saguenay. Saint-Nazaire, c'est une petite municipalité. On parle d'un endroit qui se situe dans
un désert alimentaire, un désert culturel, dévitalisation. Donc, la, 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 il y a eu une invitation formelle de la part des gens de la municipalité, des gens de l'ancrage éducationnel sur place pour nous inviter cordialement à venir visiter puis à venir essayer de trouver un endroit. Et cet endroit-là, on a réussi à le trouver en 2021. Donc, en 2021, de par la relation qu'on a eue avec les gens de proximité, les agriculteurs, les forestiers, la municipalité, tous les acteurs là, à proximité du développement du secteur de cette municipalité-là, on a réussi à trouver un endroit qui est finalement un terrain qui est adjacent à une immense terre agricole qui est une terre agricole, ben, c'est une ferme agroalimentaire, donc c'est une table champêtre qui accueille aussi, qui fait de la transformation puis qui fait vivre des expériences alimentaires. C'est un économusée alentour de l'agneau et c'est une ferme biologique, autant au niveau des céréales qu'au niveau de l'agneau. Donc, eux, ils nous ont permis, de par le projet qu'on souhaitait mettre en place, nous ont choisi, dans le fond, parce que la terre n'était pas à vendre. Et dans les multiples présentations, et Bang n'avait pas nécessairement l'intention de devenir propriétaire, proprement dit, d'un bout de terrain. L'idée étant de mettre sur pied un laboratoire en milieu forestier, d'avoir accès à la forêt, de travailler dans une logique de gouvernance partagée et collaborative. Et là, on a eu la chance de pouvoir faire ça. Et ce terrain-là devient un peu si on veut, le port d'attache sur lequel on s'est basé pour réfléchir. Et si je vous partage peut-être, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, normalement, oui. Oui. Parfait. Donc, cette carte, si on peut voir, si on essaie de résumer en gros, la partie qui est en jaune, ça représente 150 acres de forêt, donc un lot et demi de forêt. Ce bout de territoire-là est actuellement la propriété du Centre Bagne. Par contre, quand la petite étoile rose qu'on voit sur le côté, ainsi que tous les lots adjacents, appartiennent à la ferme Lorée des Champs. Et on a travaillé sur des droits d'accès pérennes et continus à l'ensemble des terrains qui sont avoisinants sur leur propriété, y compris un des lacs qui est là. Et le bout qui est très, très, très intéressant, je pense, qui nous a convaincus, c'est tout ce que vous voyez en orange, le grand territoire en orange. Ça, c'est ce qu'on appelle des terres publiques intramunicipales. Et si on veut, ces terres publiques intramunicipales-là sont des territoires qui sont collectifs et qui sont ce qu'on pouvait appeler aussi des terres de la couronne là, à une certaine époque. Ces territoires-là sont sous gestion partagée des comités et ils sont accessibles à l'ensemble de la population et des citoyens. Il y en a partout au Québec. Ces territoires-là sont sous-utilisés, sont accessibles et ils peuvent devenir des endroits formidables pour développer des projets, entre autres des projets de recherche-création. Et, ce triangle, donc, il faut voir que le projet Kilomètre Cube n'est pas uniquement le bout de terrain qui appartient au Centre Bagne, mais l'ensemble de ce territoire-là à proximité, comprenant tous les partenaires qui sont adjacents sur le point de vue du terrain, mais aussi qui sont partie prenante du laboratoire vivant. Rachel est venue marcher. Je pense qu'on a dû marcher dans 1/8 du petit carré jaune, une bonne partie de la journée. Donc, si vous voulez vous imaginer, là, le bout qui nous appartient représente à peu près 85 terrains de football. Et le premier grand rectangle orange que je vous ai présenté, c'est 10 fois plus grand. Donc, c'est 1500 acres. Donc, le terrain de jeu est à peu près de 1700 à 2000 acres de forêt, qui est une forêt à la fois privée par morceaux, mais une forêt collective et partagée via le principe des terres publiques intramunicipales. Et contrairement à ce que
Domingo a vécu dans le passé, je pense que, puis je le nommais tout à l'heure, les changements de contexte, le changement de paradigme dans lequel on est, l'urgence et peut-être je ne sais pas qu'est-ce qui explique, pas fait de recherche sur qu'est-ce qui explique ce changement de vision sur le plan de la MRC ou des municipalités sur le plan politique, mais le projet a été accueilli à bras ouverts. Le projet est accueilli comme un espace de revitalisation puis de développement de projets collectifs et collaboratifs, toujours via le prisme des arts, donc les artistes étant au cœur de la démarche. Et maintenant, j'ai comme, est-ce que vous comprenez bien l'ancrage dans lequel j'essaye de vous Mhm. placer? Et pour la suite, avant même de commencer on s'entend que c'est autant la forêt qui est le bout de forêt qui est la propriété du centre que l'immense bloc de terre publique intramunicipale. On parle de forêt vierge, donc de forêt non développée avec aucun bail, aucun chalet, aucun développement, et à part des utilisateurs là, de la forêt comme on est habitué, là, chasseurs, motoneige, etc. Là, on imagine comment ça fonctionne. Mais sinon, le territoire est non occupé et vierge. Et dans ce contexte-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on s'est dit, comme centre, on a la responsabilité de réfléchir avant même de couper un arbre. On a la capacité de, par le milieu des arts, de prendre notre temps d'occuper le territoire, de le voir, de le vivre avant même de vouloir développer quelque chose, n'importe quelle infrastructure qu'elle soit, et s'inspirer de différentes de pratiques et réflexions pour être capable de le faire. Fait que ce qu'on a fait avant même de démarrer, c'est qu'on a créé un laboratoire vivant avec une vingtaine de partenaires. Il y a à peu près 12 secteurs d'activité rassemblés et on s'est mis dans un contexte de co-création avec en son cœur une dizaine d'artistes en résidence. Donc, l'ensemble des réflexions, des utilisations et des relations qui sont réfléchies par les différents partenaires du projet, euh, tous les partenaires ont accepté et rentré l'idée du prisme par lequel les artistes vont voir et leur rapport au sensible et à la nature. Et dans ce contexte-là, toute l'année 2022 et l'année 2023 sont des allers-retours en co-création, en grands groupes, en petits groupes, en secteurs, en intersecteurs, où chaque fois, c'est les projets des artistes qui sont mis de l'avant puis qui nous permettent de réfléchir les multi-usages. Parce que ce qu'on s'est posé comme question de recherche dans le laboratoire, parce qu'un laboratoire vivant a toujours une question de recherche, c'est réfléchir à la forêt de demain, mais dans un contexte de multi-usage. Puis c'est là que on revient aux enjeux de l'intersectorialité, à mon avis. Selon moi, il est impossible de repenser les besoins de la forêt ou les transformations de la forêt si on s'adresse uniquement à des forestiers. C'est impossible de le faire. Même chose pour différentes questions problématiques. Toujours mieux, selon nous, d'avoir l'idée d'une représentation multisectorielle qui vont réfléchir mieux et davantage les principes. Et donc, cette forêt-là, à l'heure actuelle, où on en est, c'est très simple. Il y a des infrastructures mobiles qui permettent aux artistes de se déplacer sur le territoire, que ce soit Tipeee, Temple Prospector, d'autres infrastructures très, très simples et légères qui permettent d'aller sur l'ensemble du territoire. Les artistes sont en résidence dans un contexte de la durée, parce que Bang soutient les artistes dans la durée. On ne fait pas des one-shot deals, comme je pourrais dire, excusez l'anglicisme, mais dire un artiste vient, il expose, il repart. Ce n'est pas la réalité du Centre Bang. On accompagne du processus de réflexion jusqu'à la diffusion puis au rayonnement, même au rayonnement international ou à la publication. Donc, les artistes sont à Bang pour travailler avec le temps qu'il faut, avec les ressources qu'il faut, avec les partenaires qu'il faut. Si on n'est pas le meilleur partenaire, on va trouver l'autre partenaire. Et ces artistes-là ont à disposition un contexte, des outils, comme je disais tout à l'heure, et l'ensemble des partenaires utilisateurs de la forêt. Et ça comprend, comme je disais tantôt, une vingtaine de partenaires de 12 secteurs.
Et là, on peut réfléchir au secteur de la recherche, universitaire entre autres, mais on peut aussi dire la rencontre avec les publics par l'utilisation du milieu scolaire. Et là, le scolaire devient vraiment au cœur des usagers, des utilisateurs, de l'expérimentation des projets des artistes. Et pour ce faire, on a développé un projet qui s'appelle le camp Nature-Culture. Et chaque semaine, il y a des centaines de jeunes depuis 2022 qui viennent et qui occupent le territoire et qui viennent en relation avec les artistes en résidence. De ces artistes-là, on a choisi d'inviter pour la première section. On n'a pas fait d'appel, on a décidé d'inviter les artistes. On a choisi des artistes comme Mariole Lehmann, Charles Sagalan, Annie Charland-Thibodeau, Claudie Gagnon, Karine Locatelli, Mathieu Légère, François-Joseph Lapointe, Stéphanie Morissette, Martin Lavertu. Et chaque artiste a un rapport dans sa pratique qui touche des aspects complètement différents de l'utilisation de la forêt comme de la forêt matière ou de la forêt comme matériau. Mériol travaille beaucoup sur l'idée du paysage, de la vue, du drone, du son, de l'occupation. Charles a développé un projet qui s'appelle Forêt littéraire et thérapeutique sur le territoire. Je pourrais y revenir tantôt. Annie Charland-Thibodeau s'intéresse à ce qu'il y a sous les pieds, toute la géologie du terrain, les types de sol, les différents développements. François-Joseph Lapointe, qui est aussi biologiste et prof à l'UDM, directeur de chaire de recherche en biologie, qui est aussi un artiste que vous avez peut-être déjà entendu parler, un bioartiste, s'intéresse, lui, à la processus de décomposition. On parle d'un laboratoire vivant, lui, il essaye de nous parler d'un laboratoire mort. C'est son petit côté humoristique. Mais il s'intéresse à ce qui décompose, à la décomposition, le terrain est extrêmement riche et diversifié sur le plan géologique, sur le plan de la faune, de la flore. Il y a de la très grande faune, une présence de beaucoup d'animaux qui en fait un territoire extrêmement riche. Et à travers les projets de ces artistes-là, ben, on évolue sur des enjeux qui nous permettent de nous questionner sur la mobilité, euh, les enjeux qui vont nous permettre de réfléchir l'énergie, la connectivité éventuellement aussi le développement d'infrastructures qui sont bien implantées et qui répondent aux enjeux d'un développement éco-responsable sur un emplacement comme ça. Donc, les artistes sont toujours le cœur et, si on veut, le cerveau du processus dans cet environnement-là et permet de développer des projets qui rassemblent les différents utilisateurs, que ce soit les jeunes, les chercheurs, les différents besoins qu'on a sur le développement du terrain. Et dans les projets, outre le projet de recherche de François Joseph sur la décomposition, j'ai nommé Forêt thérapeutique et littéraire. On se questionne beaucoup avec Charles Sagalan, qui est poète, bibliothécaire de survie, artiste indiscipliné, comme il dirait. On se questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'un endroit comme la forêt peut amener dans un contexte de pratique artistique. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'artiste, autant sur le développement de sa pratique que sur son bien-être et son mieux-être, si on veut, en occupant le territoire. Et on se questionne aussi comment que les artistes peuvent apporter dans une vision de développement régional aussi, de par leur processus de création, de par l'occupation d'un territoire, une vision différente de faire du développement et de réfléchir là, cette forêt-là. Et dans les autres projets qu'on a démarrés, on travaille actuellement sur puis ça, je pense que ça peut vous intéresser étant à distance. On travaille sur un projet de jumeaux numériques. Euh, Puis tous les enjeux complètement, à l'heure actuelle, impossibles à résoudre, ce qui est la beauté du projet. Il existe le programme du BIM, c'est Building Information Modeling. C'est vraiment à travers les bâtiments, de faire des jumeaux numériques de des bâtiments pour être capable de faire des outils prédictifs pour les enjeux de changement climatique, les enjeux XY qui permettent ça. Mais nous, on essaie de travailler sur l'idée d'un team
le Territory Information Modeling. C'est l'idée que, par exemple, comment rendre accessible le territoire aux gens qui ne sont plus capables de s'y rendre. Tous ces travailleurs forestiers au Québec qui vivent dans des contextes de foyers de personnes âgées ou qui sont rendus à mobilité réduite, qui ont passé leur vie en forêt, à travailler de la forêt, mais qui n'ont plus accès. Et là, il y a un déclin au niveau de la santé, par exemple. Fait comment les artistes vont nous permettre de réussir à réfléchir à ces enjeux-là et aussi à tous les limites et les balises qu'un tel projet euh, inspire. Puis au travers de ça, on s'efforce de c'est difficile. Imaginez essayer d'avoir des données en temps réel d'un environnement vivant. C'est vraiment excessivement difficile, ne serait-ce que de rendre compte des épines de mélèze qui tombent à l'automne dans l'espace. On est complètement ailleurs que dans l'idée des bâtiments où on peut vraiment réfléchir comment les utilisateurs, l'ouverture de portes, la gestion des eaux, etc., etc. Fait que les enjeux qui sont placés par les artistes avec différents groupes de recherche, Centre de géomatique du Québec, CoLab, d'autres CCTT, là, Centres collégiaux de transfert technologique avec qui on travaille, nous intéressent énormément. Et pendant ce temps-là, on réfléchit qu'est-ce que ça veut dire un kilomètre cube de données en forêt. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un kilomètre cube de données en forêt, ne serait-ce que si on reprend l'idée de Bruno Latour avec la zone critique, de la partie géologique jusqu'à la cime des arbres, l'atmosphère, la pression atmosphérique, tous les enjeux qui sont là, mais aussi qu'est-ce que c'est d'avoir des corps dans l'espace au point de vue humain, des groupes d'élèves qui occupent et qui transforment progressivement le territoire aussi en l'occupant. Fait qu'on est beaucoup inspiré par ces approches-là. Et différents projets d'expérimentation. On a créé un faux site, si on veut, un scénario d'archéologie du futur avec Stéphanie Morissette, où on a reconstitué Stéphanie travaille alentour du biomimétisme et du biomilitaire. Donc, elle crée des appareils qui sont à l'inverse de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des enveloppes qui représentent vraiment le vivant et à l'intérieur, c'est de la robotique. Elle fait l'inverse. Elle imagine la partie vivante et squelettique à l'intérieur d'une structure qui pourrait être une machine, un drone ou un autre, puis que cet appareil-là, ça serait craché. Et là, on le retrouve. Fait que là, on a enterré, on a créé ce site archéologique-là pour le laisser en dormance pendant 2 ans. Et l'artiste va poursuivre son travail. Donc, il y a plusieurs projets comme ça à travers la dizaine d'artistes qui l'occupent et aussi les relations, leur relationnel qui se développe avec les centaines d'utilisateurs qui sont sur le territoire, je dirais, du primaire jusqu'aux enjeux de santé avec le CIUS qui est partenaire avec des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ont des enjeux de santé au niveau des enjeux de santé mentale, par exemple. Et à chaque fois, il y a les artistes au cœur de ce projet. J'ai essayé de faire j'ai essayé de faire une espèce de wrap-up d'un concept assez large. Puis je terminerai en disant que je pense que Domingo, dans la conférence, j'aimerais beaucoup ça, passer du temps à pouvoir parler avec lui du projet parce que justement, alentour de l'idée qu'on n'a pas uniquement fait l'acquisition d'une forêt. L'idée, c'est qu'il y a une terre, il y a un immense morceau qui est une forêt publique. Cette forêt publique-là nous est comme le cœur battant du projet de kilomètre cube. Et en ce moment, les démarches qu'on est en train de faire pour sécuriser ces environnements-là, c'est de changer son usage et d'en faire une forêt éducation et recherche, ce qui permet puis on a réussi à quelque part. Il reste les dernières démarches administratives au point de vue de la MRC pour le reconnaître, mais l'enjeu de la gouvernance avec le laboratoire vivant, la présence des artistes, les multi-acteurs pour réfléchir et penser ce territoire-là, l'idée de la gouvernance collaborative, pour nous, c'est vraiment fondamental dans le processus. Et la forêt est encore une fois un endroit extraordinaire pour ce type de laboratoire.
Merci. Je pourrais en parler pendant 3 heures encore, mais là, je Ah vais. ben, Merci beaucoup, Patrick. Alors, entre-temps, Domingo s'est connecté à Zoom. Tu nous entends bien? oui. Alors, Ah, bonjour. Ben, on m'attend, oui. oui, on t'entend très bien. Oui. On t'entend très Parfait. Parfait. Je arrivé un peu tard, je m'excuse. bien. Non, non, pendant ce temps-là, on a écouté l'entretien qu'on a eu il y a 2 semaines maintenant. Donc, pendant que tu te branchais, tu vois, on t'a écouté. Alors, bah, peut-être que je peux vous laisser réagir tous les deux. Je suis vraiment très, très contente que vous puissiez vous rencontrer, même si c'est par le biais comme ça de la technologie, parce que vous avez des projets vraiment qui se recoupent, des échos entre les deux. Et puis, si Domingo, tu n'as pas réussi à réaliser ce projet que tu avais de territoire culturel, comment tu réagis par rapport à cet autre projet qui se met en place Ah, mais je suis très content et je félicite Patrick. Et puis, c'est nécessaire, c'est dans notre temps, c'est besoin d'entrer dans la forêt de tellement différents points de vue, non? Tous les projets que nous a parlé Patrick de les artistes, non? Il y a una diversification, une richesse, non? Incroyable qui apporte à la connaissance et le respect de la forêt, non? Oui. Et puis moi, j'avais le goût de demander à Patrick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bains de forêt et des ateliers d'écriture en forêt pour les enfants aussi, c'est ça? Ben oui, c'est ce que j'ai nommé brièvement tout à l'heure, là. Ben, je voulais juste dire que moi, j'ai découvert le projet Territoire culturel de Domingo il y a plusieurs années pendant que j'étais à l'université. Puis ça m'apparaît comme une nécessité sur le plan des différentes régions du Québec, puis que même si on ne peut pas faire le copier-coller d'une région à l'autre, c'est impossible. La réalité de chacune des régions est différente, mais je pense que l'un l'autre s'inspire et on doit prendre ces modèles-là et tenter de les réaliser. Bref, voilà, je voulais juste nommer ça, c'était important pour moi. Ce que j'ai nommé brièvement tantôt par rapport à la forêt thérapeutique, c'est vraiment ces enjeux de, d'utiliser la forêt comme immersion pour des enjeux de bien-être et de santé dans une optique de prévention-promotion. On essaie de positionner le projet avec, entre autres, Charles Sagalan, qui est un artiste, un poète, comme je disais tantôt, puis aussi qui a des pratiques interdisciplinaires, mais aussi est un guide certifié en Shirin-yoku, qui est la version, si on veut, ce que nous, on appelle un bain de forêt, mais qui est comme une initiation japonaise à la base. Euh, ça nous a beaucoup nourri, cette approche-là, et on tente de faire de kilomètres cubes l'un des premiers lieux reconnus de bains de forêt comme sur l'ensemble du territoire canadien. On a mis sur pied un comité, si on veut, qui nous accompagne de médecins aussi dans le processus, parce qu'on n'a pas les expertises nécessaires pour faire ces enjeux-là. Et à ma grande surprise, l'idée de l'approche des bains de forêt, de permettre aux artistes de venir vivre des immersions qui ne sont pas nécessairement axées sur leur pratique, mais qui vont inévitablement le devenir. Mériol, un des artistes en résidence sur le territoire, nous s'est rendu compte que son processus de cueillette de bleuets devenait une action performative entre-temps. Donc, l'idée du bain de forêt, l'idée de circuler, d'avoir des moments de découverte, de très grande écoute, de se positionner a des effets extrêmement bénéfiques sur les humains. Et à partir de là, on a mis en place ce programme-là pour essayer de permettre aussi à d'autres groupes, autant des jeunes que du milieu scolaire,
que des travailleurs culturels, par exemple, qui nous environnent. Et le circuit qui est proposé dans un contexte de bain de forêt qui est fondamental, c'est que ça ne peut pas, ça doit être animé. Et là, les artistes qui sont vraiment orientés dans ce projet-là, qui ont une certification de guide de Chérine, ben, ils permettent de faire vivre ce processus-là. Et il y a toujours des portions, je voyais tout à l'heure dans la vidéo où on avait avec Domingo, où il y avait l'utilisation de la forêt comme matière aussi, ou comme matériau. Et là, il y a toujours des ateliers de création créatifs sur place qui n'ont pas nécessairement de but, ils n'ont pas nécessairement de finalité, mais c'est vraiment de découvrir ce qui est possible de faire, d'expérimenter par des petits ateliers créatifs dans le contexte du bain de forêt. Donc, c'est essentiellement une marche lente dans une écoute active où on est vraiment on est guidé par Charles Sagaland, entre autres, qui nous fait découvrir la forêt, qui aiguise les sens, qui nous fait vivre une expérience. Et, et les retombées sont pratiquement systématiques. On le fait avec des groupes de travailleurs culturels, des gens de la municipalité, des jeunes du primaire, du secondaire, du collège, de l'université. Puis à chaque fois, l'arrivée versus le départ est complètement différent et opposé. Les impacts sont majeurs dans ce contexte-là. Fait que ça, c'est pour forêt thérapeutique. Et pour forêt littéraire, on utilise les deux, en fait. On fait un croisement entre forêt thérapeutique et littéraire, puisqu'on utilise les bienfaits de la forêt, la déambulation sur place, les ateliers de, si on veut, d'écoute active et de créativité. Mais là, on inclut vraiment une approche pédagogique basée sur l'école québécoise. Et, euh, et là, il y a des ateliers qui sont donnés, les profs accompagnent, il y a des ateliers d'écriture, il y a des ateliers de découverte. Charles Sagaland tient à jour. Donc, l'idée de se plonger dans de la nature et l'écriture. Donc, sur le territoire, si on descend, vraiment, les jeunes sont amenés à vivre l'expérience, à écrire sur différents thèmes, sur différentes avenues. Puis on s'est rendu compte que l'environnement était vraiment fondamental dans le processus de créativité et de découverte. Le fait d'être en forêt, le fait de travailler avec les matériaux de la forêt, de s'inspirer des différentes thématiques qui sont là de par tous les temps, pluie, neige, vent, les jeunes sont à l'extérieur avec ce que ça a de positif et de négatif. Ils doivent composer avec ces éléments-là. Donc, ils vont être accompagnés à la fois par les profs, mais aussi par les artistes qui proviennent plus du milieu, je dirais, littéraire, qui sont impliqués dans le projet. Et ils vont faire toutes sortes de calepins, d'écriture. Là, on est beaucoup dans le laboratoire, sur place, en forêt, à faire du dessin, du sentier, de la cueillette, différents éléments. Et il va y avoir un second cycle qui va se passer en classe par la suite. Donc là, on fait des allers-retours vraiment en forêt. Euh, Ici, disparaître. Le cadre, on utilise le cadre. Et ça vous permet d'aller peut-être voir en détail là, le type d'ateliers, d'activités qui sont utilisés, les matériaux qui sont mis de l'avant aussi, puis les réussites qui sont pratiquement instantanées. Un jeune qui est sans cesse en mouvement, en train de bouger, qui n'est pas capable de se concentrer, ben, il va être mis à contribution pour faire des allers-retours pour aller chercher du bois pour le poêle. Puis au bout de 15-20 minutes, on va se rendre compte qu'il est en train d'écrire une histoire sur un orignal ou de faire une œuvre in situ par lui-même sans que personne lui ait demandé. Donc l'impact est direct, puis il y a des retombées assez importantes. Laetitia avait une question. Oui. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation et pour cet engagement et cet espace, ce lieu de rêve, je dirais, pour ne pas faire de jeu de mots avec le partenariat qui est dirigé par Rachel, Reconnecter avec le végétal.
Mais je dirais aussi pour les artistes qui ont des pratiques donc interdisciplinaires, relationnelles, collaboratives, éco-responsables, qui travaillent aussi dans des approches contextuelles. Donc, c'est vraiment des lieux qui sont encore rares, je trouve, au Québec, parce qu'on fonctionne beaucoup sur des appels de projets où on doit vraiment avoir arrivé avec une pratique, puis justement dans des white cubes, tout ça. Donc, moi, je travaille dans une approche plutôt et vraiment plutôt ancrée dans ce genre de pratique relationnelle, processuelle, etc. Donc, c'est un lieu vraiment, vraiment extraordinaire. Je me demandais justement comment vous fonctionnez, parce que tu as nommé plusieurs artistes. Je n'ai pas vu d'appel à projet, justement, puisque ça serait un peu à l'inverse de votre façon de procéder. Mais comment vous sélectionnez les artistes? C'est quoi vos critères? Comment des artistes peuvent justement venir Ouais, profiter de ce lieu extraordinaire? en fait, comme on a fait l'acquisition en 2021, puis en 2021, on n'a rien fait. On a pris le temps. On se rappelle peut-être pas, ou on s'en rappelle trop bien, on était encore en fin de pandémie. Donc, on a vraiment, mon équipe et moi, et le conseil d'administration, on a vraiment juste marché, Mhm. puis réfléchi, beaucoup réfléchi, pour mettre en place un laboratoire vivant qui est décollé en 2022 avec des invitations, comme je disais tout à OK. l'heure, pour vraiment essayer de faire l'arrimage des partenaires et d'avoir une diversité de pratiques artistiques là, qui allait répondre un peu à nos besoins pour souligner, parce que depuis le temps, il y a plein d'éléments que j'ai été obligé de couper là, dans la présentation, mais on est régi par la Commission de la protection des territoires agricoles. Fait que pour aller chercher nos permis de faire de l'art, ça a l'air niaiseux de dire comme ça, mais de l'art, c'est pas de l'agriculture, mais pourtant. Euh, Emmanuel et Kotia pourtant, fait... il a fallu aller chercher ça. Comment? Emmanuel Kotia fait un lien en disant que l'agriculture est le futur de l'art dans le Ah oui, texte. oui, c'est ça. Ah non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est que malgré tout, ces enjeux-là sont extrêmement terre à terre, puis il faut sans cesse jouer avec ces paramètres de permis et de logistique et tout ça. Donc, le fait de réfléchir et de mettre en place de mettre en place un laboratoire et d'inviter ces artistes-là, on a réussi à générer, je dirais, une espèce de vision collective de par le politique, le social, l'économique, puis l'artistique alentour du projet, puis une vision. Et cette vision-là, on est à peine en train de l'asseoir officiellement. Je dirais, pour répondre à la question, dans un futur proche, le membership de l'organisation devrait être suffisant pour pouvoir user des bienfaits du territoire, mais on n'aura pas le choix, de par enjeu financier, d'avoir une espèce de processus pour rentrer les financements de notre programmation. J'essaie de m'expliquer autrement. Les artistes membres de la corporation vont déjà faire du ski de fond, là, ou vont déjà coucher en forêt, ou vont déjà faire de la captation sonore, etc., etc. Mais en tant que centre d'artistes, on a une responsabilité et des fonds publics qui nous sont accordés pour donner des conditions aux artistes. Et dans ce contexte-là, comme on a des fonds limités alentour de notre programmation, ben, si les artistes qui vont vouloir, ils vont devoir être dans la programmation en quelque part. Et là, on est en train de se questionner final sur comment on lance ce morceau-là de l'appel de dossier. C'est comme à deux niveaux. Je ne sais pas si c'est clair dans rien que je l'explique, là. Juste, puis je te remercie beaucoup. Puis tu dois connaître Cole Écologie, c'est un nom anglophone en France, l'organisme COAL Écologie. C'est un. En tout cas, je t'inviterai à aller voir. Ils sont un peu dans cette Ah, mouvance. je connais pas. Je connais Vent des forêts, avec Oui, dans les lequel j'ai des contacts depuis un certain temps. Mais Cole Écologie, je connais pas. Je vais aller voir. Merci pour la notice. Merci beaucoup. Puis on voit souvent des territoires où on voit souvent des. Ben, on voit souvent. En fait, je vais donner l'exemple de Vent des forêts. Vent des forêts, ce qui nous a interpellés au départ, c'est qu'il y a 6 communes avoisinant de Vent des forêts. Et la forêt qui est protégée en son cœur de ces 6 communes-là
font qu'il y a une relation de multi-usage et d'occupation par les milieux scolaires, entre autres. Mais cette forêt-là, au lieu de la donner en gestion à une compagnie forestière, par exemple, ça émane d'un projet artistique, donc c'est un centre d'art qui en a la gestion et la responsabilité. Toutefois, euh, euh, c'est beaucoup, on marche dans des sentiers aménagés et on tombe sur une œuvre. Et là, il y a de la médiation alentour de ces œuvres in situ, nature, écologie. Où il y a deux lieux d'hébergement qui sont des environnements super bien réussis, intégrés au niveau architectural dans le paysage, pour que des artistes en résidence puissent aller réfléchir. Mais kilomètre cube, c'est pas exactement ça. Kilomètre cube, c'est la rencontre du laboratoire en utilisation. Donc, les projets qui sont développés n'ont pas nécessairement de retombées au niveau de la création d'œuvres sur le territoire, mais ça peut être en galerie par la suite ou ça peut avoir un impact dans 5 ans sur le processus artistique d'un artiste. Et dans ce contexte-là, les artistes qui vont, tout artiste qui va vouloir avoir accès au laboratoire et à ses partenaires, que ce soit de la recherche en biologie ou en foresterie, ou en ce moment, on se demande, elle sonne comment la forêt? Ça sonne comment une forêt dans ce secteur-là et tous ces enjeux-là. Donc, il y a plein d'artistes qui nous ont abordés. Ça s'appelle Symphonie boréale, le projet. Et Symphonie boréale, c'est à la fois des artistes et des gens universitaires. Ils se questionnent, donc ils vont tomber avec tous les partenaires à pouvoir faire une cueillette des données. Et ces données-là sont en données ouvertes. Fait qu'actuellement, si vous voulez, on a toute une station météo. Les données sont à toutes les minutes, sont collectées. Et ces données-là sont 100% accessibles à n'importe qui en open source partout sur la planète pour les gens qui ne sont pas capables de s'y rendre. Mais donc, si par exemple vous développez un projet qui voudrait venir faire euh, une collecte de quelque chose ou tenter une approche performative en milieu forestier, ça, il n'y a aucun problème dans cet enjeu-là. Si vous voulez déposer, par contre, un projet qui va avoir un financement XY de par les fonds du Centre Bagne, bien là, on est en train, dans ce moment, de se questionner sur comment on va faire. C'est comme à deux niveaux. Puis c'est là j'avoue qu'on a un nœud puis qu'on essaie d'avoir une espèce d'équitabilité aussi dans le processus. Je ne sais pas si je suis devenu de moins en moins clair ou de Non, plus non, en mais plus c'est clair. parfait. Mais merci beaucoup. De toute façon, je comprends bien que c'est aussi récent et que c'est un projet qui est en. Le temps, la durée est importante. C'est tout à fait cohérent aussi de prendre ce temps de réflexion, je trouve. Donc, c'est Voilà. génial. Merci beaucoup. Et à propos de temps, malheureusement, il va être temps d'arrêter. On aurait pu poursuivre encore longtemps, mais ce que je comprends aussi, c'est que là, on a tissé des liens, je pense, et puis ouvert des pistes de réflexion, de discussion. C'est très important.